America is back. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالدم تكون لعنة عليكم. نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، وهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez l'Histoire en marche, un programme réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Sami Hahel et Marim Abdou pour vous accompagner au micro. Le directeur du bureau du Haut-Commissaire aux droits de l'homme à New York annonce sa démission dans une lettre rendue publique et dans laquelle il proteste contre l'échec des Nations Unies à empêcher le génocide des civils palestiniens de Reza par l'entité d'occupation. Greg Mohiber évoque un crime de guerre. If we can allege that we see war crimes, crimes against humanity, as we have often done, there's no reason to exclude, where we see very strong evidence, the possibility of genocide being committed. Greg Mohiber écrira également le massacre actuel du peuple palestinien, ancré dans une idéologie coloniale, ethno-nationaliste, dans la continuité de décennies de persécutions et de purges systématiques, entièrement basées sur le statut d'arabe, ne laisse aucun doute. Avec nous en ligne, Monsieur Mustafa Ahmed Eli. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes consultant international en gouvernance auprès d'organisations internationales. Monsieur Mustafa Ahmed Eli, comment expliquer l'incapacité des instances internationales, dont le Conseil de sécurité, à mettre un terme au bombardement de Gaza? Merci infiniment pour cette question qui est d'actualité. L'incapacité des instances internationales, y compris le Conseil de sécurité des Nations Unies, à faire régner la paix dans le monde, et particulièrement ici à mettre un terme au bombardement de Gaza, peut s'expliquer par plusieurs facteurs juridiques et politiques complexes. D'abord, comme vous le savez, le veto des membres permanents et bien entendu le consensus. En ce qui concerne le veto des membres permanents, comme vous le savez, le Conseil de sécurité des Nations Unies comprend 5 membres permanents, chacun avec un droit de veto. États-Unis, Russie, Chine, France et bien entendu le Royaume-Uni. Et si l'un de ces membres oppose son veto à une résolution visant à mettre fin au bombardement, bien entendu, cette résolution ne peut pas être adoptée, quel que soit le niveau de soutien des autres membres du Conseil. Et même si aucun de ces membres n'oppose son veto, pour qu'une résolution soit adoptée, elle doit recueillir le soutien de 9 des 15 membres du Conseil de sécurité. Et bien entendu, cela sans veto d'aucun des 5 membres permanents. Et vous comprenez qu'il peut être difficile d'atteindre un consensus parmi les membres non permanents, ce qui peut empêcher l'adoption de résolutions. D'autre part, le système des Nations Unies, particulièrement en ce qui concerne les grandes décisions, est soumis à un lobbying et à des pressions politiques. Monsieur Mustafa Ahmed Eli, est-ce qu'il s'agit de groupes de pression affiliés ou servant des États? Je veux dire, les intérêts d'États alliés. Les États et les groupes de pression peuvent exercer des influences importantes sur les membres du Conseil de sécurité, ce qui peut affecter les décisions prises. La diplomatie et les négociations en coulisses jouent un rôle majeur dans le processus décisionnel. Outre cela, il faut tenir compte des divergences des intérêts nationaux. Comment, monsieur Mustafa Ahmed Eli, pouvez-vous schématiser ce propos? Les États membres du Conseil de sécurité peuvent avoir des intérêts nationaux divergents concernant la situation à Gaza. Certains pays peuvent soutenir les actions d'Israël, tandis que d'autres peuvent condamner ces actions. C'est une question de conflit d'intérêts nationaux qui peut rendre véritablement difficile l'adoption des mesures contraignantes. Ne peut-on envisager que le système des Nations Unies soit modifié? Tous les juristes à l'échelle internationale, en ce qui concerne en tout cas les juristes intègres et qui véritablement œuvrent pour la paix, ont demandé à ce que le système des Nations Unies, en ce qui concerne en tout cas le Conseil de sécurité des Nations Unies, soit modifié. En tout cas, tel qu'il résulte des décisions et de la Charte des Nations Unies, et tel qu'il résulte bien entendu des événements à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Le Conseil de sécurité, comprenant 5 États dominants, décide par un veto de l'avenir du monde. Mais la question n'est vraiment pas là, parce que si on parle
de Gaza et on parle d'Israël, on est dans une situation complètement différente. Une situation différente parce que même si les membres permanents n'opposent pas leur veto, ce qui serait étonnant pour certains pays de ce Conseil de sécurité relativement à Israël, et si le consensus est atteint, Israël n'a jamais respecté les résolutions des Nations Unies. Il est important de noter que le conflit israélo-palestinien est complexe et politiquement chargé. Mais les résolutions de l'ONU ne sont pas respectées par Israël, telles que la résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU de 1967, que l'on connaît, qui a appelé au retrait israélien des territoires occupés pendant la guerre de 1967, y compris la Cisjordanie, Jérusalem et la bande de Gaza, ainsi que le plateau de Golan. On n'en entend plus parler, cette résolution n'a jamais été appliquée. De même que la résolution 338 du Conseil de sécurité de 1973, qui a appelé en cessez-le-feu immédiat et la mise en œuvre de la résolution précédente. Israël ne respecte pas les résolutions des Nations Unies. Il en est de même de celle de l'Assemblée générale de l'ONU, la résolution 194 de 1948, certaines résolutions appellent à la restitution des biens et à la compensation des réfugiés palestiniens. Israël ne respecte pas les résolutions des Nations Unies. La multiplication des colonies illustre parfaitement votre propos, Monsieur Mostafa Ahmed Eli. Les colonies israéliennes en Cisjordanie continuent à exister. Les résolutions des Nations Unies sont absolument inconsidérées pour Israël. Nous sommes devant des situations condamnées par le droit et le droit humanitaire international qui se déroulent actuellement et vous voyez l'attitude de ce que l'on appelle la communauté internationale, qu'en fait, il n'y a pas de communauté internationale, il n'y a que des intérêts d'État. Monsieur Mostafa Ahmed Eli, je rappelle que vous êtes consultant international en gouvernance démocratique auprès d'organisations internationales, expert en réforme judiciaire et lutte contre la criminalité dans ses aspects judiciaires, nationaux et internationaux. Monsieur Mostafa Ahmed Eli, nous sommes devant des situations condamnées par le droit et le droit humanitaire international aujourd'hui. Le droit international humanitaire est un ensemble de règles, comme vous le savez, qui, pour des raisons humanitaires, cherchent à limiter les effets des conflits armés. Il protège les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus directement activement aux hostilités. Il restreint le choix des moyens et méthodes de guerre. Le droit international humanitaire est également appelé droit de la guerre ou droit des conflits armés. Il fait partie du droit international public, lequel est essentiellement constitué de traités, du droit international coutumier et des principes généraux du droit, tels qu'ils ressortent de l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice. Cependant, je crois que si le droit humanitaire existe, ce qui nous préoccupe, nous autres, juristes, est bien davantage l'absence d'humanité. Les valeurs de ceux qui aujourd'hui détiennent la force de contrainte à l'échelle internationale sont mis par des intérêts de lobbies économiques, financiers et militaires et par les alliances stratégiques plutôt que par l'avenir de l'humanité. Or, le droit, comme je l'ai toujours dit, n'est que le reflet de valeurs sociales d'une société donnée à un moment donné de son histoire. Or, les valeurs, ce que l'on appelle aujourd'hui par euphémisme communauté internationale, sont celles de la puissance et de l'hégémonie. L'ordre mondial véhiculé par le bloc occidental n'est-il pas en train de changer ? Heureusement, l'ordre mondial tel que celui véhiculé par le bloc occidental, comme vous l'avez constaté, est en train de se modifier, où des puissances émergentes sont entrées en lice pour le réajuster et certainement le modifier. Aujourd'hui, faire que les actes criminels des États, tels que les génocides perpétrés par Israël à Gaza, ne resteront certainement pas impunis. N'y a-t-il pas eu le procès de Nuremberg des crimes commis par les nazis ? Eh bien, il y aura à l'avenir certainement des procès qui porteront un nom à l'égard des sionistes en Palestine. Ce n'est qu'une question de temps, puisque l'ordre du monde, en certain ordre assurant cette impunité, est en train de décliner. Comme vous le savez aujourd'hui, grâce à Internet, à la mondialisation de l'information, tout se fait à travers un système de dénonciation et s'archive. Dans ce changement, les médias ont un rôle certain. Outre le rôle des juristes criminalistes que nous sommes, le rôle des journalistes en particulier et des médias en général est crucial. Il faut travailler à la mobilisation de la communauté internationale, travailler avec des organisations non gouvernementales, des groupes de défense des droits de l'homme, mobiliser la communauté internationale en faveur d'une action. Les actions, les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et les enquêtes internationales peuvent être des moyens de faire pression sur les responsables de ces actes, mais il faut les véhiculer à l'échelle des médias de façon constante. D'autre part, il est extrêmement important pour la mémoire de continuer à documenter soigneusement les preuves de ces actes criminels, y compris les témoignages, les images, les rapports et d'autres informations. Cela peut aider à sensibiliser l'opinion publique, à mobiliser la société internationale et servir de preuve devant les tribunaux. Il faut plaider en faveur de la poursuite des acteurs de ces crimes devant les tribunaux internationaux ou nationaux. Il faut aussi contacter les autorités compétentes, telles que le Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les agences des Nations Unies et d'autres organismes internationaux. Il faut fournir toutes les informations et preuves dont on peut disposer. Il est important de noter que la lutte contre l'impunité
certainement un processus complexe et que les résultats peuvent prendre du temps, mais il y aura certainement des résultats. La coopération internationale et la pression constante sont essentielles pour garantir que les auteurs de crimes contre l'humanité, tels que ce qui se passe actuellement en Palestine, soient traduits en justice et que de telles atrocités ne restent pas impunies. Monsieur Mostafa Ahmed Eli, quelles peuvent être, selon vous, les retombées de cette guerre, sur la région notamment? Les conflits en Palestine occupée ont historiquement eu un impact, bien entendu, sur toute la région du Moyen-Orient, et cela en raison de leur nature complexe. Avec la politique actuelle des dirigeants israéliens, le conflit qui s'était mondialisé s'est aujourd'hui extrêmement radicalisé. Ainsi, ce qui vient de se passer au Daghestan russe n'est que l'expression la plus immédiate d'un phénomène de radicalisation qui va isoler davantage Israël du reste du monde. Cette radicalisation, comme vous pouvez la constater, a entraîné l'idée que désormais à la violence, il faut répondre par la violence, ce qui malheureusement va rendre la mise en œuvre d'un quelconque droit extrêmement difficile. Il suffit de constater les moments de colère dans les pays du monde, et non pas seulement arabo-musulmans, à l'égard des actes israéliens, pour bien comprendre qu'Israël, par son expédition militaire sur Gaza et les génocides qu'il est en train de perpétrer, a adopté une stratégie qui lui coûtera beaucoup sur le plan international et bien sûr sur le plan interne. Et sera désormais ses alliés traditionnels en déclin dans une défensive qui ne profitera pas à son devenir dans la sous-région. Et outre les tensions étatiques, les mouvements massifs des populations, les perturbations graves des économies des pays de la région et particulièrement Israël, l'expédition israélienne sur Gaza ne va pas arrêter les groupes extrémistes ou pas, ni les militants palestiniens dans la région de se battre pour libérer leur territoire de l'occupation israélienne. Avec cela, aura hélas comme conséquence terrible sur les populations des deux côtés. Monsieur Mostafa Ahmed Eli, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes consultant international en gouvernance démocratique auprès d'organisations internationales, expert en réforme judiciaire et lutte contre la criminalité dans ses aspects judiciaires nationaux et internationaux en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Vous êtes auteur pluridisciplinaire de plusieurs ouvrages en stratégie et lutte contre l'extrémisme. Les frappes de l'armée d'occupation prennent pour cible les hôpitaux à Reza. Le directeur du Croissant Rouge palestinien appelle à un accès complet à l'aide médicale. Nous demandons l'ouverture du point de passage et l'entrée en toute sécurité de tous les camions d'assistance. Nous sommes informés que les camions disposent de toutes les fournitures nécessaires. Nous demandons à la communauté internationale d'assumer la responsabilité du passage de l'aide, y compris la Croix-Rouge internationale, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies. Plus de 2,4 millions de personnes à Gaza ont besoin de cette aide. Les forces d'occupation ont utilisé des bombes à phosphore blanc. Le commissaire général de l'Office des réfugiés a déclaré que la situation à Reza est sans précédent. Le 31 octobre, au moins 400 Palestiniens ont été tués suite au pilonnage du camp de réfugiés de Jabalia. Nous avons été choqués par l'explosion massive qui a secoué le camp de réfugiés de Jabalia, par le nombre de victimes, blessés et martyrs. C'est un véritable massacre. Des maisons ont été bombardées alors que les habitants se trouvaient à l'intérieur. Une grande zone résidentielle a été visée. Et toujours à partir de Reza, Marwan As-Sultan, directeur de l'hôpital El-Indonésie, à partir de Reza, revient sur l'horreur du moment, revient sur les événements, le pilonnage du 31 octobre dernier. إبادة جماعية حي كامل من الأطفال والنساء تم استهدافه. هناك شلال من المصابين وشلال من الشهداء لا نستطيع أن نحصي أعدادا حتى اللحظة لأنه هناك يعني وصول متكرر للإصابات لحتى هذه اللحظة أختي العزيزة من دفنوا تحت الأرض لا يمكن لأي مستشفى في العالم بالكم الهائل مثل هذه الإصابات. شلال هادر من المصابين يأتون في ربع ساعة حوالي بالمئات من المصابين وعشرات من الشهداء. ما نستطيع أن ننقذه نعمل واجبنا. هذه ليس الحرب الأولى لكن هذه الحرب الأسلحة مختلفة. الأسلحة تحكم على معظم المصابين بالوفيات. إصابات مباشرة في الرأس، حروق شديدة، بتر لكل الأطراف، إصابات خطيرة جدا جدا. فهناك استخدام لأسلحة فتاكة قاتلة. أسلحة فتاكة مثل الفوسفور الأبيض مثلا؟ قنابل براميل بنزلوا. حي كامل تم استهدافه أختي العزيزة. 5 متر تحت الأرض الآن، حفرة كبيرة جدا. لقد تغيرت معالم اللي هو المنطقة. إبادة جماعية، ما نستطيع أن نقول لا، إبادة جماعية. أختي جزء من الطاقم الطبي استقبل أهله شهداء
استقبل أهله مصابين. هلع، خوف، ولكن ما نستطيع، كل الطواقم تعمل ما تستطيع إليه. طبعا احنا يعني في حالة طوارئ استدعينا كل الموجودين في المستشفى في الطوابق كلهم، نزلناهم على ايش؟ حوالي 250 من الكادر الطبي نزلناهم على الطوارئ في وقت الحادثة لكي نستطيع أن نفصل هذه الحالات وننقذ ما نستطيع أن إنقاذه. المستشفى مهدد. تم تهديد عدة مرات بإخلاء المستشفى واستهدافه إن لم تخلوه، وهناك استهداف مباشر في الليل، كل ليلة يتم استهداف حول المستشفى، وهناك شظايا تتطاير وسقوط السقف الزائل وانقطاع كهرباء بعض الأقسام نتيجة للقصف بجوار المستشفى. سيد مروان سلطان، أنت على أمواج الإذاعة الوطنية الجزائرية، ما هي الرسالة الموجهة للمستمع الجزائري أو غير جزائري مهما كان؟ ما هي الرسالة الموجهة؟ نحن نخاطبكم، أنتم أحباب على قلوبنا، أنتم من تقفوا أمامنا، لا نستطيع أن ننسى وقفتكم دوما معنا، لكن نقول يجب أن يكون هناك ضغط على المجتمع الدولي لإيقاف صاب العدوان على مواطنينا، على شعبنا الآمن في بيوته والأطفال والنساء. أين الإنسانية؟ يجب توصيل رسالتنا إلى العالم الذي يدعي الإنسانية إلى وقف هذا العدوان الجائر واستخدام كل السبل لإنقاذ ما تبقى من أهل غزة. دكتور مروان سلطان، مدير الطبي في المستشفى الأندونيسي، شكرا جزيلا لك سيدي، شكرا. حياكم الله. Marwan Sultan, directeur de l'hôpital indonésien de Reza, nous disait en substance, il évoquait un véritable génocide. Un quartier entier a été pris pour cible, des cascades de blessés et de martyrs, dira-t-il. Les armes utilisées condamnent. Les blessés, soit ils décèdent, soit ils sont amputés. La plupart d'entre eux ont de graves brûlures. Des bombes, des tonneaux d'explosifs, disait Marwan Sultan. 5 mètres de profondeur. L'aspect de la ville a changé complètement. Un génocide, un véritable génocide. Le personnel médical est mobilisé. Ils ont tous des membres de leur famille qui sont soit blessés, soit tués. Ils font de leur mieux, disait le directeur de l'hôpital Marwan Sultan. L'hôpital a été à maintes fois menacé d'être ciblé. Tous les soirs, les alentours de l'hôpital sont pilonnés. Marwan Sultan appelle la communauté internationale à faire pression pour arrêter cette agression. الآن صفارات الإنذار تدوي في إيلات أقصى جنوب فلسطين المحتلة، الآن في إيلات أقصى جنوب فلسطين المحتلة عند البحر الأحمر. الآن اشتباكات عنيفة جدا بين المقاومة وقوات الاحتلال الإرهابية شمال غرب غزة. الآن المقاومة تمطر قوات الاحتلال الآن بقذائف الياسين وبنيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة شمال غرب غزة، طحنوهم. ايش ما تعمل المقاومة احنا معها، احنا مع القسام، احنا مع السرايا، احنا مع كل فصيل فلسطيني بناضل من أجل الوطن، وحسبي الله ونعم الوكيل، أكثر من كده لا. L'armée d'occupation annonce qu'une de ses enrôlées du bataillon Caracal a été grièvement blessée lors d'une opération militaire dans la zone du régiment Baran à la frontière égyptienne. Plus tôt cette semaine, des chars égyptiens ont été déployés à la frontière avec Reza. Avec nous, Monsieur Brahim Mansour, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes chercheur associé, directeur de l'Observatoire du Maghreb à l'Institut des Relations internationales et stratégiques. Monsieur Brahim Mansour, jusqu'à quel degré l'Égypte est tenue par les accords de Camp David ? La raison du renforcement, bien sûr, de sa sécurité au niveau des frontières s'inscrit dans les accords de Camp David et qui ont donné lieu à des accords de coopération sur le plan militaire et sécuritaire respectés depuis. Aujourd'hui, la situation est sous haute tension et l'inquiétude côté égyptien, elle est multiple. Bien sûr, le renforcement de la sécurité vise plusieurs objectifs. D'abord, en concertation avec les acteurs
régionaux et d'autres partenaires, c'est sécuriser l'aide humanitaire, même si elle est très limitée pour le moment, mais aussi permettre à des étrangers coincés sur la bande de Gaza de quitter, comme on l'a observé aujourd'hui. Tout le plan d'aide humanitaire est aujourd'hui très limité parce que la poursuite de l'offensive militaire, notamment avec l'offensive terrestre, met à l'échec en quelque sorte ce plan de sauvetage, ce plan humanitaire. Mais surtout côté égyptien, il y a deux inquiétudes importantes. C'est que le président Al-Sisi avait déjà refusé le plan israélien avec bien sûr le soutien de Washington qui proposait d'ouvrir les frontières pour accueillir au Sinaï des réfugiés palestiniens pour donner en quelque sorte le temps à l'armée israélienne de bombarder ou d'éliminer comme il souhaitait les bases du Hamas, mais aussi il veut empêcher à tout prix l'afflux important de réfugiés palestiniens de Gaza. Monsieur Brahim Mansour, la semaine dernière, l'une des tours de garde frontière de Rafah a été prise pour cible par l'armée d'occupation, selon le Caire. Il ne s'agit pas d'erreur, mais d'une provocation délibérée dans le but de pousser l'Égypte à prendre la décision de perturber l'activité du passage et faire face à la colère palestinienne et arabe. Et donc, le danger ou la provocation viendrait principalement de l'allié de l'Égypte. Alors oui, sur la frappe qui a touché la tour de contrôle égyptienne, Israël a reconnu la responsabilité, même si elle s'en est excusée, mais on pourrait lire aussi le fait qu'il y ait une volonté en tout cas d'empêcher, on l'a vu d'ailleurs, les décideurs israéliens ont refusé l'appel de l'ONU à ouvrir des corridors humanitaires, parce que pour les Israéliens, comme on l'a toujours justifié, cette aide pourrait profiter aux combattants du Hamas, mais aussi donner le temps au Hamas de s'organiser, de préparer des ripostes. Il est vrai que la situation, elle est encore une fois sous haute tension et malgré l'accord de paix entre les deux pays, la concertation au niveau de la sécurisation des frontières, l'Égypte est aujourd'hui dans une situation très délicate. Le président Al-Sisi qui fait face à la fois au respect de ces accords, mais aussi à la pression venant de la bande de Gaza. La question humanitaire impose aussi de prendre en charge les civils notamment, mais en même temps, il y a une pression interne. La population égyptienne, plus de 104 millions d'Égyptiens et qui sont majoritairement très acquis à la cause palestinienne et qui suivent comme la plupart des populations dans la région et qui sont très sensibles à ce drame qui se poursuit sous nos yeux depuis plusieurs jours, aujourd'hui risque aussi de provoquer des crises internes à l'Égypte. Je tiens à préciser, Monsieur Brahim Mansour, que l'Égypte a récupéré le Sinaï en 1982. Les accords n'évoquent pas la question de la reconnaissance des droits des Palestiniens à l'autodétermination, d'où l'exclusion de l'Égypte de la Ligue arabe de 1979 à 1989. Est-ce qu'il vous semble que l'Égypte peut prendre des mesures diplomatiques qui limiteront ces relations? Alors, il est bien de le rappeler, bien sûr, que l'accord de paix qui a été signé suite aux accords de Camp David ont été faits en contrepartie de la restitution du territoire du Sinaï à l'Égypte pris par Israël et que l'Égypte, qui était le premier pays arabe à signer un accord de paix suivi par la Jordanie, puis on l'a vu plus récemment par d'autres États comme les Émirats arabes unis, le Maroc et le Bahreïn, se trouve actuellement dans une situation très délicate. Parce que cet accord de paix qui a été vendu, rappelons-le, par le président américain Donald Trump comme un accord de paix pour la région, comme un moyen de pacifier la région, avait exclu les Palestiniens de cet accord, de ce processus de paix. Et qu'aujourd'hui, le regain des tensions rappelle tout simplement la centralité du conflit israélo-palestinien et la centralité de la question palestinienne qui a été mise à l'écart depuis, en tout cas au moins depuis les accords d'Oslo. Il y a une trahison même de l'opinion internationale de l'accord d'Oslo qui stipulait la création d'un État palestinien à côté d'un État israélien et que
malheureusement, avec le soutien notamment américain à Israël, le soutien inconditionnel, a poussé les différents dirigeants israéliens vers un durcissement et un refus de la solution à deux États. Monsieur Brahim Mansour, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Brahim Mansour est chercheur associé, directeur de l'Observatoire du Maghreb à l'Institut des Relations internationales et stratégiques. Le secrétaire général de l'ONU est atterré, indique son porte-parole, par les bombardements du camp de Jabalia. Guterres est consterné, rajoutera Dujarric, par l'escalade de violence à Gaza, notamment par les meurtres de Palestiniens, de femmes et d'enfants dans des zones densément peuplées. Une consternation qui n'arrive hélas pas à stopper la folie meurtrière de l'entité d'occupation. À l'ONU, les résolutions ont du mal à passer. يعني هذه الوقفة في الجمعية العامة التي صوتت ب120 صوتا لصالح المشروع العربي وضده فقط 14 صوت. فالجمعية العامة قالت وقف العدوان فورا لا بدء العدوان البري على أهلنا حيث سيسقط المزيد من الضحايا. Avec nous en ligne, Madame Lili Habesh, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes militante palestinienne, vous étiez haut fonctionnaire des Nations Unies. Madame Lili Habesh, nous parlions de résolutions onusiennes, notamment des résolutions qui doivent faire ou faciliter l'accès de l'aide humanitaire à l'enclave palestinienne de Gaza. Il faut ouvrir les frontières pour l'aide humanitaire. C'est très très urgent. Bien évidemment qu'il y avait une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies vendredi. 120 pays ont voté pour la résolution pour faire entrer l'aide humanitaire à Gaza. 120 pays ont voté pour cette résolution, une résolution déposée par la Jordanie. Toutefois, comment expliquez-vous l'incapacité de l'ONU à agir de façon effective? Écoutez, nous, on connaît bien que le problème a été créé par les Nations Unies en 1947. Et depuis ce temps-là, l'Assemblée générale n'a pas pu faire aucune étape pour résoudre le problème et établir l'État palestinien. Ça, on le sait bien. On sait qu'il y a des problèmes structurels dans l'organisation internationale. La différence entre le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale, on le sait bien. Mais au moins, vendredi, c'était, si vous voulez, vote pour l'humanité. On sait bien qu'il y a des forces internationales comme les États-Unis, comme la France, même la Commission européenne qui ont pris des positions en faveur d'Israël. Au moins, on sait que on peut croire un peu dans la conscience internationale, si vous voulez. J'espère qu'on va toujours pousser cette organisation pour avoir plus de crédibilité, d'avoir la force d'imposer quelque chose. On a vu la réaction d'Israël. Ils s'en foutent de cette organisation, l'organisation qui a vraiment fondé l'État d'Israël. Madame Lili Habesh, vous nous parliez à l'instant des Nations Unies qui agissent au profit d'une certaine partie. Toutefois, Madame Habesh, est-ce qu'il ne vous semble pas qu'il est peut-être temps de parler des rangs arabes désunis? Je comprends bien que, par exemple, un pays comme l'Égypte ne veut pas entrer dans un conflit avec Israël parce que la vérité, la réalité, c'est qu'Israël contrôle même les frontières de Rafah. Les Palestiniens ne peuvent pas bouger sans avoir l'accord d'Israël. Les Égyptiens, ils peuvent vraiment ouvrir les frontières, mais je pense qu'ils ont un certain, si vous voulez, raison pour ne pas vraiment ouvrir directement. Parce qu'Israël veut ouvrir les frontières pour qu'il puisse pousser les gens
pour sortir de la bande de Gaza. Madame Lili Habesh, pardonnez-moi, Madame Lili Habesh, je vous interromps. Les Palestiniens, pardonnez-moi, je vais vous interrompre. Je disais, les Palestiniens, en dépit de la guerre et en dépit des bombardements quotidiens, répètent quotidiennement qu'ils ne veulent pas quitter leur terre et qu'ils ont besoin d'une aide humanitaire pour pouvoir continuer à résister. Leur but, ce n'est pas de quitter leur terre. Le but, ce n'est pas d'organiser un nouvel exode, mais de rester en Palestine et de bénéficier de l'aide des pays limitrophes. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Mais ce qui est vraiment très malheureux, il y a des pays qui ont des intérêts, je comprends bien, mais je pense qu'il faut que les peuples arabes doivent pousser. Je pense que si on a cette volonté pour vraiment agir, pour essayer de pousser, on parle toujours des principes, etc. On a beaucoup de sympathie, on fait des manifestations. Je comprends bien que vraiment les pays arabes ne sont pas unis, mais bien sûr, on voit même dans un continent comme l'Afrique qu'il ne reste que l'Algérie et l'Afrique du Sud qui prennent des positions assez fortes pour la cause palestinienne. Mais on sait bien que les pays en Afrique et même dans le monde arabe sont complètement infiltrés par Israël. Dans les pays arabes, ils ont peur, il y a des intérêts économiques, ils n'osent pas faire quelque chose qui est contre leurs intérêts et je pense que maintenant, le monde est occupé par le mouvement sioniste. Regardez tout ce qui se passe aux États-Unis, les positions de Biden. Regardez avec tout ce qui se passe dans les pays de Golfe, malheureusement, avec leurs accords de normalisation avec Israël. Il y a assez d'intérêts économiques. En plus, ces intérêts économiques deviennent une puissance politique qu'Israël tient sur ces pays. Moi, je dis, pour tout le monde qui n'ont pas vraiment essayé cette occupation sioniste dans notre pays, ils vont sentir ça dans 2-3 ans. Ils croient maintenant qu'il y a des intérêts économiques, etc. Mais les Israéliens infiltrent les organisations internationales, ils infiltrent les compagnies dans les régions arabes, dans les pays de Golfe. Ils sont là et pour vous dire la vérité, ils étaient là même avant les accords de normalisation. Ils étaient là, ils sont là, ils seront là si on les pousse pas. Si le peuple ne va pas les pousser. Et les gens, les pays, ils vont souffrir plus de cette occupation sioniste dans le monde, pas seulement dans le monde arabe, pas seulement en Palestine. C'est pour cela qu'il faut cesser ce mouvement. Il faut cesser maintenant, il faut créer une réalité complètement différente. Dire non. Dire non, ça a été fait le 7 octobre dernier. Le mythe de cette armée invincible a été démonté de toutes pièces. Nous avons vu comment ce que l'incursion terrestre n'a pas pu avoir lieu et qu'elle a été battue en brèche. Madame Lili Habesh, vous parliez de populations qui devraient se rendre sur les frontières. En Jordanie, les Jordaniens ont tenté ces 2 démarches. Est-ce qu'il vous semble véritablement que le contrepoids populaire à lui seul pourrait suffire s'il n'y a pas de soutien politique? Bien sûr, mais il faut que les gens disent quelque chose. Il faut qu'ils essaient, il faut qu'ils manifestent. Les gouvernements sont occupés par Israël, par l'aide internationale, par... Quand vous dites que les gouvernements sont occupés, qu'est-ce que cela sous-entend? Occupation économique, politique, diplomatique. Mais vous savez bien que tout ce qui se passe avec tous ces politiques. Écoute, il y a des intérêts de gaz maintenant dans la région. On dit même que la mobilisation de l'armée américaine dans la région, c'est parce qu'il y a des choses qui sont plus grandes que la cause palestinienne, qu'il y a des intérêts pour ouvrir une autre canal pour remplacer le canal de Suez parce qu'il y a une guerre globale entre la Chine et les États-Unis. Il y a plusieurs choses derrière cette guerre. J'ouvre une parenthèse. À l'ONU, Benjamin Netanyahou a effectivement présenté le nouveau canal qui juxtapose, ou en tout cas qui sursoit le canal de Suez, disant que quand Israël, je le cite, a été créé, l'État était tout petit, avec des États arabes environnants très forts. Et aujourd'hui, voilà, les États environnants, arabes en l'occurrence, sont des alliés. C'est ainsi que Benjamin Netanyahou a présenté son projet
ou le projet commun avec les États-Unis. Mais il a présenté ça aux Nations Unies en septembre, mais personne n'a vu ce qu'il a présenté. Il a présenté Israël sans la bande de Gaza, sans le Cisjordanie, et même avec des intérêts qui sont à l'extérieur de cette région, même des intérêts dans le Chypre et dans Grèce. Et c'est ça la vision d'Israël pour le nouvel Proche-Orient. Mais aucune personne n'a vu ce qu'il disait. Mais en fait, Israël a été en train d'effectuer son programme depuis longtemps. C'est pas seulement maintenant. Maintenant, ils disent ça clairement en public. Mais derrière les portes, avec tout ce qui se passe avec les gouvernements dans la région, il y a des intérêts. Et en fait, depuis longtemps, on n'a pas vraiment vu des gouvernements qui pouvaient prendre une position assez forte parce qu'il y a les leaders de ces gouvernements qui, la majorité de ces leaders n'ont pas vraiment une vraie crédibilité ou une légitimité dans leur pays. À propos d'impuissance ou de puissance ou de légitimité électorale, comment jugez-vous l'apport ou le rôle que pourra ou que peut jouer aujourd'hui l'autorité palestinienne à Ramallah? L'autorité palestinienne à Ramallah, c'est une autorité qui a été créée dans le cadre des accords d'Oslo, qui n'a jamais été prévue pour se développer dans un État. Tout le monde le connaît, mais on a joué sur ce mantra de deux États ou un État palestinien, etc. Et en fait, pour vous dire la vérité, depuis 2006, quand Hamas a pris Gaza, c'était la position internationale qui a vraiment promu cette division nationale. Parce qu'ils ont dit déjà, il y avait des élections légitimes en 2005, et puis Hamas a régné, et puis tout le monde ne voulait pas parler avec Hamas, malgré le fait que c'était l'Occident qui a poussé l'autorité palestinienne pour faire des élections. Revenons, si vous voulez, sur la capacité de l'autorité palestinienne. Ils n'ont pas beaucoup de choix. Je dis pas ça parce que je suis concernée ou ne pas. Je dis ça parce que je connais bien les limitations de cette autorité. Sur le niveau international, vous voyez que l'ambassadeur palestinien a tout fait pour essayer d'aider la bande de Gaza parce que c'est notre pays. On n'est pas divisé dans le fait qu'on est des Palestiniens parce que tout le monde souffre. Je peux vous dire que même notre président, je sais qu'il ne peut pas faire grand-chose parce que c'est une limitation des affaires d'Oslo. Il n'a pas le droit même de dire « moi je sors ». Les pouvoirs occidentaux, ils veulent qu'il soit toujours à Ramallah. Ils veulent toujours dire que bon, on va jouer avec les mots de créer un État. Vous avez vu que la France et un peu Biden, ils ont un peu changé leur discours après qu'il y avait plusieurs critiques sur la position de l'Occident. Il n'y a même pas un pays qui peut même recevoir l'autorité palestinienne. Ni la Jordanie, ni l'Égypte. Ils n'ont même pas le pouvoir de leur accueillir s'ils vont dire « nous, on a fini avec cette autorité sous l'occupation ». Personne n'a ce pouvoir pour vraiment permettre les Palestiniens de faire autrement. Alors, il y a beaucoup de limitations. Je dis pas ça parce que je suis avec ou contre, mais je comprends bien ce qui se passe dans la politique entre les Palestiniens et les forces autour d'eux. Bon, je connais bien qu'il y a un mouvement international, etc., mais nous, on est seuls pour vous dire la vérité. Ou on meurt ou on vit. Et on vit si on dit non. Et les Palestiniens ont dit non. Après 100 ans d'occupation, d'abus, nier notre existence, nous, on est là. Et on va rester là. On va rester malgré tous ces massacres, tous ces génocides. Les Palestiniens vont dire leur mot parce qu'ils disent toujours non. On va mourir ou on va vivre. On est là, on reste là, on va rester, j'espère, dans la conscience internationale. C'est ça ce qu'on peut dire. Mais on n'a pas d'amis. Madame Lili Habesh, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé aussi généreusement de votre temps. Merci beaucoup, madame. Merci bien pour l'Algérie, pour toutes ses positions. Merci beaucoup pour le peuple algérien, pour tous ses sentiments. Et bon, on continue. Merci bien. Merci à vous, madame Lili Habesh, d'avoir été avec nous. Merci infiniment, madame. Lili Habesh est consultante internationale, spécialiste en gouvernance post-conflit, activiste palestinienne.
En Palestine occupée, les Palestiniens sont quotidiennement bombardés. C'est sans répit qu'ils le sont. Les images de corps démembrés diffusées en boucle ne semblent pas suffire à stopper cette entité criminelle. Des bombardements qualifiés pourtant par le haut-commissaire des droits de l'homme de l'ONU de crimes de guerre. Avec nous à partir de Gaza, وائل دحدوح. سيد وائل دحدوح، شكرا لحضوركم معنا سيدي. أولا وقبل كل شيء عظم الله أجركم. سيد وائل دحدوح، يبقى التحدي هو السلاح الحاد اليوم. أولا شكر الله سعيكم وبارك الله فيكم على هذا التضامن والتعاطف، ونحن حقيقة في لحظة تاريخية استثنائية منقطعة النظير لم تمر على قطاع غزة حقيقة مثل هذه الحرب الضارية والضروس. Nous vivons un instant exceptionnel, historique. Gaza n'a pas connu de semblable moment, une telle guerre, une guerre féroce. Tout le monde est ciblé à Gaza. Les enfants constituent la moitié des martyrs et la moitié du nombre de blessés. Les femmes constituent 20 à 30% des martyrs et blessés. Il n'en est pas moins pour les personnes âgées. المسنين هم بالتأكيد يشكلون نفس النسبة، وبالتالي جل الشهداء الذين سقطوا لو يعني أجرينا مسحا لقائمة الشهداء والجرحى جلهم سقطوا في استهداف منازلهم وتدميرها على رؤوسهم. Tous ceux qui sont tombés en martyrs ont été pris pour cible dans leur habitation, sans avertissement préalable. Ils n'ont même pas eu le temps d'évacuer leur maison. Ceci est un procédé nouveau. Dans le passé, il y a eu des bombardements dans des rayons réduits et limités. ربما غارات من هذا النوع في حروب سابقة، ولكن كانت على نطاق محدود وضيق، وكانت لأسباب محددة بعينها ومركزة في بعض المناطق، لكن في هذه الحرب كان واضحا أنها سياسة ثابتة وسياسة ذات طابع Dans cette guerre, il est clair que c'est une politique punitive de vengeance des forces d'occupation pour faire pression sur la résistance palestinienne à travers le ciblage de civils. وأيضا الصحفيين أكثر من 35 صحفي استشهدوا حتى الآن. Les enfants, mais aussi les journalistes. 35 d'entre eux sont tombés en martyrs. Ma famille et d'autres familles de journalistes ont été pilonnées. Pourquoi? Parce que nous accomplissons notre devoir. C'est une dure et choquante réalité, mais c'est la réalité. وائل دحدوح، وبالرغم من هذا تبقى كلمة يخلدها التاريخ: معليش. معلش وألف معلش، هذا بالتأكيد يعني هي هذه الكلمات التي تخرج لا إراديا من القلب ومن المشاعر ومن الوجدان ساعة وقوع يعني الكارثة إن صح التعبير. معليش et 1000 fois معليش, un mot que l'on prononce et qui émane du cœur. Quand la catastrophe se produit, la douleur est immense, la plaie vivace. Mais nous n'avons d'autre choix que de nous armer de volonté et de résilience. Dire معليش et d'avancer. Ce moment est historique. Mais ce massacre dont ma famille a été victime n'est au final qu'une partie d'un ensemble de massacres de centaines de familles palestiniennes prises pour cible. بالتأكيد هي في نهاية المطاف جزء من المجازر التي ترتكب بحق أسر فلسطينية. مئات الأسر الفلسطينية سقطت أو استهدفت بهذه المجازر، وكان لزاما كما قلنا أن نقول معلش. Nous devions dire معليش, reprendre le travail, un message de défi. Wa'el Dahdouh était avec nous à partir de Gaza. Wa'el Dahdouh, journaliste palestinien. Cette émission arrive à son terme. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Lakhdar, coordonnée par Sami Hahali. Marim Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour un nouveau numéro spécial consacré à la Palestine occupée. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Inch'Allah.